Alors bonjour à tous, bienvenue sur Reporters Citoyens. Nous sommes en direct de l'UER à Castres. Et alors nous avons l'opportunité de recevoir Élodie et Jean-Philippe. Alors bonjour, je vais vous laisser peut-être un petit peu vous présenter auprès de mes auditeurs. Donc on va commencer par toi Élodie parce que tu es assez pressée dans le temps. On essaye de trouver du temps à consacrer à tout le monde. Donc voilà. Bonjour, merci. Avec plaisir. Je suis Élodie, infirmière, une femme, une maman aussi, parce qu'on a toujours tendance à... Je vais regarder l'écran comme ça tu regardes l'écran en même temps. À se présenter avec nos étiquettes professionnelles. Et je suis là pour continuer à trouver du sens dans tout ce que nous vivons sociétalement aujourd'hui. Je suis là pour témoigner de mon histoire professionnelle et humaine que j'ai travaillé et traversée pendant cette période de Covid. Je me suis retrouvée à devoir questionner ce que c'était qu'être soignant, ce que c'était qu'être accompagnante en soins, ce que c'était que ma déontologie professionnelle et ce que j'avais comme pouvoir à dire non ou oui à ce qui est important d'obéir ou pas. Alors raconte. Non, c'est très bien. Raconte-nous. Raconte quand même comment ça s'est passé. Ouais. Je veux dire rapidement et puis où tu en es. Comme ça, okay. On sache un petit peu. Les obligations dites vaccinales se proposent assez rapidement dans cette histoire du Covid en juin, juillet, août 2021. Le choix que je prends, c'est de dire non. Maintenant, il fallait comprendre comment on pouvait assumer ce non, qu'est-ce qui était le plus juste dans ma posture à l'époque. Donc moi, j'étais infirmière libérale donc à domicile. Abandonner mes patients, c'était non. Abandonner mes consoeurs, c'était non aussi. Sans raison pour moi valable. Et donc je fais le choix à l'époque, mais c'est un choix qui s'impose à moi, de continuer. Et donc pour pouvoir continuer, la seule possibilité, c'est de faire un faux. Et assez rapidement, je réalise alors que j'ai un potentiel d'accompagner l'autre, un potentiel de l'aider dans son besoin de maintenir le lien professionnel ou familial. Et ce besoin se manifeste assez vite puisque des personnes viennent me solliciter. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que j'ai besoin d'aide en fait. Tout simplement, c'est très très simple comment les choses se font. Et donc je me retrouve à faire 100 faux papiers. Et j'ai été dénoncée par mes associés à l'époque et condamnée à plusieurs reprises en pénal et en chambre disciplinaire au siège de l'ordre des infirmiers. Donc il y a eu un 22, je devais partir 7 ans en prison. 705 € d'amende et une interdiction d'approcher un patient, peu importe le métier. Donc c'est en comparution immédiate a fait suite à 48 heures de garde à vue. Et à la suite de l'audience, de la plaidoirie de mon avocat, des réponses que j'ai pu donner aux questions du juge qui était quand même très interpellé parce que je n'ai pas fait ça pour l'argent, eh bien la peine est quand même revue sacrément à la baisse. Je me retrouve avec 18 mois de mise à pied, 1 000 € d'amende et 4 mois de prison avec sursis. Donc c'est vrai que c'est une peine qui reste encore injuste, mais je la prends pas à l'époque pour une injustice. En toute honnêteté, je pense même pas à faire appel. Et mon avocat non plus, je prends ça comme une grâce. Je rentre à la maison, j'ai une fille à l'époque de 1 an et demi, et je ne pense qu'à elle en fait et à mon foyer. Et puis je me dis 18 mois... je rêve de me former à la naturopathie depuis pas mal d'années. Eh bien, c'est l'opportunité que je saisis à l'époque. Et 6 mois après, je prends la parole publiquement pour raconter mon histoire. Et 2 semaines après, l'ordre des infirmiers qui avait été absent tout le long de la procédure précédente m'écrivent pour porter plainte contre moi. Et je suis invitée en chambre disciplinaire à Bordeaux, où là, je vais être radiée définitivement. C'est vrai que Denis Agré m'embête souvent en me disant arrête de dire définitivement, mais ça a quand même un poids, c'est que à vie, je suis radiée. Et c'est pas rien. On ne peut pas présenter notre vie juste avec une profession, mais c'est quand même une identité. On n'a pas choisi nos métiers par hasard. Et puis donc je décide de faire appel de cette décision.
Donc je lance l'appel en juin 2023 et en juin 2025, je suis reçue à l'Ordre des infirmiers à Paris. Là, il y a eu un procès assez intéressant parce que déjà, ils ont permis à 70 personnes de rentrer avec moi dans la salle. J'avais 10 personnes devant moi et 10 personnes qui m'ont posé à peu près 2 questions chacun autour de rôle. Et ce qui a été une grande victoire parce que tous les procès où j'ai pu participer jusque-là, il y avait entre 0 et 1 question au bout de 2 ans d'attente et de préparation. Donc 20 questions, ça veut dire peu importe le résultat, qu'on se gratte la tête. Je trouve ça positif, même si c'est encore l'omerta, même si les excuses sont pas là, les reconnaissances ne sont pas là, mais il y a encore du questionnement. Et pardon, excuse-moi, je te regarde pas, je suis concentrée dans mais non, c'est très bien. Je te remercie parce que tu donnes. Moi, je t'écoute avec beaucoup d'intérêt, mais c'est normal. Il y a une émotion aussi, on sent que c'est pas fini et qu'elle a le travail. C'est pas fini, même si tu as l'impression qu'il y a une part de finalement, on rediminue au niveau des peines, ça veut dire qu'il y a peut-être une prise de conscience, ça n'empêche que malgré tout, tu es dans cette situation. Il y a du poids. Il y a encore un poids important et en même temps, il est normal ce poids-là parce que si on ne l'avait pas, on ne continuerait pas. Et est-ce que c'est pas aussi cette possibilité de jurisprudence peut-être pour quelqu'un d'autre qui te donne aussi ce poids que tu dois... Oui. Je pense que c'est quand même un combat que tu mènes aussi pour tout un collectif. Ah bah oui, de toute manière, à l'époque déjà, quand je fais ces faux, je n'aurais pas supporté d'en faire qu'un pour moi. Là, le miroir, le matin, il aurait été très difficile à affronter. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que à partir du moment où je réalise que j'ai fait des faux pour répondre à un bien commun, alors ce bien commun, il faut le servir à ma manière. Chacun sert ce bien commun à sa manière, mais c'est important de s'y engager. Et donc ça pèse parce que l'histoire n'est pas terminée du tout. T'as l'impression qu'il risque encore d'arriver le même manège? Est-ce qu'on est préservé? Est-ce que maintenant c'est terminé? Est-ce qu'on a tiré le leçon? Ou est-ce que tu penses qu'il y a encore peut-être une possibilité de retour avec BIS? Alors, concrètement, je pense que tout est possible. Maintenant, pour moi, l'essentiel, c'est qu'on avance, qu'on essaye de construire, qu'on essaye de se trouver les uns les autres pour construire des projets multiples, pas que dans nos professions de soignants. Mais oui, je pense que tout est possible. Alors, est-ce que maintenant on te dirait le parcours que tu as fait, on te le dirait, bon voilà, c'est ce que tu risques, est-ce que tu le referais? Pour moi, c'est une évidence. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. On ne fait aucune erreur en fait. On vit ce qu'on a à vivre avec ce qu'on a, ce que l'on est. Et il faut savoir que tout est utile. Et l'idée aussi d'être maman, je dirais, est-ce que c'est une motivation de se dire pour mes enfants, pour leur montrer qui je suis, est-ce que ça a eu cette incidence aussi, cette niaque de se dire non mais je peux pas. Je suis maman, parce que je sais que... ça me touche beaucoup, mais évidemment, je me regarde dans la glace, à travers moi, c'est ma fille que je vois, donc, et puis l'homme qui m'accompagne aussi. C'est pas que je veux qu'il soit fier de moi, c'est que nous formons une équipe, on s'est offert des valeurs dans notre union, et il faut les assumer. Donc, je peux aller à l'église tous les dimanches, mais si je n'assume pas ma posture de chrétienne catholique, ça sert à rien que j'aille à l'église tous les dimanches. Ton avenir maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu as pris des cours alors pour tout ce qui est naturopathie. Oui. Tu veux continuer à aider les gens, je l'entends bien. Oui. C'est ça le but, c'est de démarrer une nouvelle carrière où tu seras estimé à ta juste valeur. Je crois que je démarre rien, je continue. Je continue à performer ma posture de soignante et d'accompagnement de la vie même en fait, parce qu'on est juste un outil. Voilà, performer, ça me plaît bien. Merci. Merci à toi, merci. On va te laisser reprendre le parcours. Je sais pas quelle heure et comme ça, on va donner la parole à Jean-Philippe maintenant. Oui. Et si tu dois partir, ne te tracasse pas, il n'y a pas de souci. Alors, Jean-Philippe Labraise, alors moi, je n'avais pas encore l'occasion non plus de te rencontrer. Je suis ravie de faire ta connaissance.
Enchanté. Alors, pour nos Merci auditeurs d'être là. belges, là, j'essaie de faire le lien aussi, de pouvoir leur donner l'information. J'apprécie de venir à votre rencontre à chaque fois. Donc, peut-être nous raconter évidemment ton parcours, comme ça on a une idée. Alors, volontiers. Donc, moi, je suis médecin naturopathe. Ça fait 35 ans que j'exerce la médecine. J'ai été sanctionné à plusieurs reprises. Je reviendrai brièvement là-dessus, mais je voudrais juste revenir sur ce que dit Élodie, en précisant deux choses qui me semblent importantes. Einstein disait « Ne faites jamais rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande ». Et ce qu'a fait Élodie, c'est qu'elle a appliqué un principe fondamental. À un moment donné, un système, quel qu'il soit, peut devenir dysfonctionnel. Et là, pendant 4-5 ans, on a vécu quelque chose qu'on n'aurait jamais dû vivre. On a des principes fondamentaux qui ont été violés. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité, avec après la barbarie des médecins dans les camps nazis, l'humanité s'est dit il faut qu'on se prémunisse contre ce type de dérive. Elle a édicté un code qui est le code de Nuremberg. Après, pour être certain que ce soit profondément ancré dans les esprits, on a, dans un deuxième temps, dans les années 70, édicté la Convention d'Oviedo, qui disait clairement la même chose que ce que disait le code de Nuremberg, plus personne ne devra jamais être soumis à une expérimentation médicale. Et à quoi avons-nous été tous confrontés? On ne l'a pas réglé de la même façon, le problème. À quoi avons-nous été confrontés? C'est que les pouvoirs publics ont imposé aux gens de recevoir un produit expérimental. Il faut à peu près 10, 12 à 15 ans pour développer un vaccin. On a contraint les gens de recevoir un produit expérimental qui a été développé en 6 mois. Donc ça, c'est déjà extrêmement choquant. Et en fait, Élodie, elle a fait exactement ce que toute personne sensée, éthique, responsable doit faire. Elle s'est dit, mais le système devient totalement dysfonctionnel. Moi, infirmière, moi, médecin, je ne vais pas maintenant dire au système de se ressaisir. Il y a des politiques qui étaient engagés à fond. Alors après, on peut essayer de comprendre pourquoi les dirigeants des pays européens se sont mis à dysfonctionner de la sorte. Elle a réglé le problème. Elle a réglé le problème, de mon point de vue, en tout cas, d'une façon qui est tout à fait compréhensible. Il fallait beaucoup de courage pour le faire. Elle l'a dit elle-même, j'aurais pu me vacciner, me dire, ouf, pour moi c'est bon, tout va bien, mais ça n'était pas éthique. Donc elle a fait, de mon point de vue, ce qui était juste, ce qui était éthique. Donc, encore une fois, plus d'une fois, d'ailleurs c'est bien qu'on se croise ici, parce que plus fois je me suis dit, ce serait bien qu'on se rencontre. Tu es avec un ami commun, donc bravo pour ce que tu as fait et toutes mes félicitations pour ça. Il fallait beaucoup de courage, beaucoup d'intégrité, beaucoup de détermination et chapeau pour l'avoir fait. Voilà. D'accord. Ouais, mais c'est pas du courage. Si. Détermination, oui. De toute manière, c'était intégrité. En toi. Je veux dire, oui. Tu ne peux pas aller à l'encontre de qui tu es. Ouais. Et donc, il y a des fois où c'est des valeurs qui ne peuvent pas. Oui. C'est juste pas possible. Sinon, tu te dénatures. Et je pense que là, comme dans le cas de la plupart des gens qui ont agi, que ce soit médias, que ce soit des médecins, que ce soit, ils ont réagi parce que c'était à l'encontre des valeurs. Alors, j'aurais envie de rebondir sur ce que tu as dit, la pyramide des normes. Ouais, je veux dire, quand la législation ne fonctionne plus, on va à la légitimité et au divin. Donc là, on oublie, mais il y a une norme à respecter, c'est que la légalité n'est plus suivie. On va aller vers la légitimité pour protéger la vie et puis le divin. Ça aussi, c'est une dimension effectivement qu'on oublie beaucoup, que le système s'efforce de détruire, de nier, parce qu'encore une fois, un être qui se reconnecte à ça, à cette spiritualité, il devient beaucoup moins facilement manipulable. Hein. On n'en fait pas un pion. Exactement. Ça redevient un sujet souverain qui décide, oui ou non. Mais l'autre point important sur lequel je voulais revenir, en rebondissant sur ce que tu dis, Élodie, il y a un principe fondamental qui a été édicté, notamment par la loi Kouchner de 2002, qui s'appelle notion de consentir, refuser donc un traitement qu'on nous propose. Mais ça suppose que préalablement, on a reçu une information claire, loyale et appropriée. Et il y a eu une quantité incroyable de mensonges sur le sujet. Donc ça, c'est très choquant. Peut-être un point édifiant parmi beaucoup d'autres, il y a un gars qui s'appelle Redfield. C'était le directeur du CDC, le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis. Et devant une commission d'enquête, il a dit quelque chose de très intéressant. On l'a interrogé. Et il est venu dire devant une commission d'enquête, mais nous avions, autorité sanitaire aux États-Unis, pris la décision de ne pas informer les citoyens
donc de ne pas leur donner l'information claire, loyale et appropriée à laquelle ils avaient droit, parce que sinon, ils auraient pris la décision de ne pas se faire injecter. Donc ils étaient conscients. C'est une gravité absolue, parce que si je vous mens et que je vous conduis à prendre une décision qui va être préjudiciable pour votre santé, parce que je ne vous ai pas donné la bonne information, ça viole le code de déontologie, ça viole des principes éthiques et humains tout simplement évidents. Donc encore une fois, je regarde moi de l'extérieur ce qu'a fait Elodie, je me dis elle avait tout juste du début à la fin, sur tous les plans. Et je trouve ça très choquant, même si on peut le prendre pour quelque chose de ben c'est bien, ouf, elle aurait pu se faire radier, elle est suspendue 18 mois. Je trouve ça très choquant, parce qu'elle a respecté le droit. Elle a respecté le code de la santé publique. Donc elle a fait les choses qu'elle avait à faire. Et les lois étaient devenues dysfonctionnelles, on vivait une dystopie. Et encore une fois, il a fallu beaucoup de courage pour faire ce qu'elle a fait. Donc moi, j'en suis personnellement très reconnaissant. Voilà, parce que je pense qu'elle a sauvé des vies. Exactement, en permettant aux gens de ne pas se faire injecter maintenant quelque chose dont on sait que c'était un poison, dont on sait maintenant, mais dont on le savait. Merci à toi, merci pour ton témoignage. Mais dont on le savait avant, parce que je voudrais quand même préciser une chose, et ça, ce sont des informations qui remontent des États-Unis, parce que Kennedy, ministre de la Santé, les fait remonter. Le vaccin, il a été commercialisé par Pfizer en novembre 2020. Et là, donc Kennedy a obtenu, par une loi américaine, qui s'appelle le Freedom of Information Act, on est obligé de contraindre des organismes publics à donner des informations. Ils ne peuvent pas les cacher. Et donc, de novembre 2020 à février 2021, Pfizer avait dans ses dossiers des informations qu'il a soigneusement cachées, mais qui corrélaient. Donc, l'information, c'était que 12 150 décès sur 3 mois étaient liés au vaccin, et il y avait plus de 140 000 signalements d'effets graves. C'est-à-dire que si ce laboratoire avait fait ce qu'il devait faire, avait communiqué ces informations, la commercialisation de ce produit, elle aurait été immédiatement interrompue. Par le passé, on a stoppé la diffusion de produits avec des effets secondaires 1000 fois moins nombreux que ça. Alors, je me pose la question, là, je pose la question, à quoi c'est dû? Parce que si on a pu bloquer à un moment donné les médicaments pour beaucoup moins que ça, quelle est la conclusion qu'on peut en retirer, ou en tout cas qu'on pourrait sous-entendre par rapport à cette vaccination? Est-ce que c'était dans l'effet de soigner ou dans une autre démarche? Alors, voilà, maintenant c'est une question ouverte. Elle est ouverte. Certains ont commencé à y répondre, mais encore une fois, à mon avis, il faut lire les choses, les événements à plusieurs niveaux. Ma conviction, en m'appuyant sur tout ce que j'ai pu comprendre de cette crise depuis 4 ans, il y a des cinglés qui, pour des raisons qui leur sont propres, d'abord, ces vaccins, ils ont été. Le virus, il a été. C'est un secret pour personne. Oui, tout à fait. Les brevets ont été déposés, l'implication de la DARPA, de certaines personnes aux États-Unis, Fauci et d'autres. Voilà. Alors maintenant, pourquoi certains. C'est une arme de guerre, hein, ce virus, c'est une arme de guerre. Donc pourquoi certains ont décidé de le diffuser largement? Qu'est-ce qu'on a injecté aussi quand on a injecté ces vaccins-là? Parce qu'il y a des travaux, encore une fois, incontournables. Moi, j'ai des dossiers qui m'ont été transmis avec des analyses avec microscope électronique, etc., où on voit la nanotechnologie, la microtechnologie dans ces vaccins. Donc certains nous expliquent, et à mon avis avec des arguments très solides, que c'est un outil de contrôle. Hein. On est dans la guerre de seconde génération, hein, où on peut injecter des substances, des produits. On nous prenait un peu pour des complotistes, entre guillemets, mais je pense qu'on était juste observateurs et avec du discernement. On veut juste avoir une explication, on cherche, et puis qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec Nextdose, par exemple, qui a ouvertement découvert, il a mis en lumière avec la 5e colonne également, qui ont mis en lumière quand même le contenu de la vaccination, en se rendant compte qu'il y a des nanotechnologies, qu'il y a du graphène, que ça excite plutôt la production de la protéine spike, donc ça met en péril la santé des gens, puisque ça fait un déséquilibre, donc on peut appeler ça SIDA. Alors, mais il y a ça, il y a le facteur biologique, dysfonctionnement biologique, mais il y a un facteur. Je veux dire, il y a des techniques de contrôle de la pensée humaine, de l'esprit humain, qui sont développées, qui ont été développées, qui ont fait l'objet de dépôts de brevets. Alors à l'époque, pour justifier ça, parce qu'éthiquement, c'était quand même choquant, ces gens qui ont développé ces technologies nous expliquaient que c'était pour neutraliser les fanatiques religieux.
Donc, alors la population se dit, ah, merci beaucoup, vous développez des Trouver outils une de solution. contrôle de la pensée, mais c'est bien, c'est Exactement. pour notre bien, sauf que demain, entre les mains de cinglés, il faut écouter, hein, il faut écouter parler des gens comme Harari, hein, le conseiller de Schwab. Il ne s'en cache pas. Cette personne-là, personnellement, je pense que c'est un fou qui vient nous expliquer qu'il y a nous les inutiles, qu'au-dessus il y a Dieu, et qu'au-dessus de Dieu, il y a eux, capables de manipuler l'esprit humain. Et ils sont capables de manipuler l'esprit humain. On a développé des technologies qui nous permettent maintenant de manipuler l'esprit humain. Alors pour répondre à votre question, je pense qu'il y avait des intentions pas bienveillantes de la part de certains, qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Alors on a tous les outils maintenant, hein, ils ne s'en cachent pas non plus, on a tous les outils d'ingénierie sociale pour créer demain n'importe quelle réalité qu'on veut créer. Hein. Faire paniquer les gens sur un virus qui, maintenant les statistiques le montrent, la mortalité, ça a été celle d'une mauvaise grippe, pas plus que ça. En changeant la définition aussi de pandémie, etc. Voilà. etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas des gens malveillants. Le mal existe. Je prenais la parole il y a quelque temps à un congrès de l'EMSIB, l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. L'erreur, l'écueil auquel nous, gens bienveillants, nous pouvons nous heurter, c'est de ne pas réaliser suffisamment que le mal existe, qu'il y a des tarés pour lesquels dont l'un des buts est de nuire aux autres. C'est une réalité. Et puis il y a tous ceux qui ont obéi pour une multitude de raisons, qui n'étaient pas eux des gens malveillants, qui simplement disaient on me dit de le faire, ou alors à contrario, vous avez des gens comme Élodie qui se sont dit on me dit de le faire, mais non, mais je ne vais pas faire quelque chose contre ma conscience, donc je vais agir conformément à ma conscience. Exactement, elle a été objecteur de conscience. Et elle a eu raison. Déjà à l'époque, les faits, pour les raisons que j'ai rappelées, les codes de Nuremberg, d'Oviedo, ils disaient on ne peut pas faire ça, on ne peut pas contraindre quelqu'un à recevoir un produit expérimental. La personne doit pouvoir donner un refus ou un consentement libre et éclairé. Mais il y a tous ceux qui ont exécuté, vous savez, moi j'appelle ça ceux qui fermaient à l'époque de la déportation des Juifs, ils fermaient les portes des trains. Qui ne savaient pas exactement où allait le train, peut-être, pour certains. Ou qui préféraient ne pas le savoir. Voilà. Mais quand on enferme des gens dans un truc d'abbétail et qui vont faire des centaines de kilomètres, non, on ne voit pas parce qu'on ne veut pas regarder. Voilà. Parce que c'est inconfortable. Exactement. Mais on est quelqu'un, vous avez là Éric Loridan, vous avez moi, vous en avez quelques autres, qui à un moment donné sont restés des gens intègres, se sont dit mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le narratif officiel. On veut me contraindre à faire quelque chose dont je ressens bien que ça ne va pas. Et bien il y a ceux qui sont restés intègres, on dit non, moi je ne vais pas le faire. Et puis il y a tous ceux qui se sont dit on me dit de le faire, ne pas le faire c'est quand même risqué, je vais plutôt jouer la sécurité personnelle. Mais on n'a pas le droit de jouer la sécurité personnelle. Oui, parce qu'ils avaient des frais à payer et ils ont toujours la bonne excuse. Hein. Je veux dire, on a toujours une bonne excuse, une excuse valable pour obéir à l'autorité. On a toujours une bonne excuse. C'est pas Eric, confortable. Venir t'installer, peut-être nous rejoindre. C'est pas confortable. Eric le sait, d'être suspendu. J'ai été suspendu de nombreuses fois, mais jamais parce que j'ai porté préjudice à un patient, hein, mais parce que j'ai été en désaccord avec un système qui, de mon point de vue, dysfonctionne, ou parce que j'ai fait mon travail de soignant. Voilà. Et puis peut-être pour répondre brièvement. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, j'ai été suspendu plusieurs fois. Et le dernier motif de ma suspension, il est intéressant. Moi, je suis membre d'une association qui s'appelle la FL3C. Ça veut dire Frontline COVID-19 Critical Care. C'est une association qui a été créée par des professeurs américains qui avaient développé des protocoles de traitement des formes graves de Covid qui leur permettaient d'avoir 6% de mortalité, quand en France, au même moment, on était à 17,6%, 18%. Et pour avoir diffusé ces informations auprès du corps médical et en direction des autorités sanitaires, j'ai été suspendu 6 mois. Même pas vis-à-vis des... Pas la population, les médecins et les autorités sanitaires. Et le motif est très intéressant, presque drôle. C'est qu'on m'a reproché d'avoir manqué de prudence. Alors moi, j'ai diffusé des protocoles de traitement qui reposaient sur l'administration de molécules qu'on connaît depuis des décennies et dont on connaît la balance bénéfice-risque, la vitamine C, l'hydrocortisone, etc. Mais tous ces gens, tous ces médecins, toutes ces autorités sanitaires qui, eux, ont promu un produit expérimental auprès de la population, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas les compétences pour apprécier la pertinence des informations qu'on leur donnait, eux n'ont pas manqué de prudence. C'est drôle. Alors, ça m'a valu 6 mois de suspension, c'est jamais confortable, mais très sincèrement, je préfère ma place que tous ceux qui ont exécuté des directives qui étaient manifestement, qui violaient tout un ensemble de principes fondamentaux que l'humanité a érigé justement pour se prémunir contre les tragédies qu'on avait vécues dans le passé et qu'on a vécues, mais à une dimension jamais connue durant ces 4 dernières années. J'aurais quand même envie de faire un petit commentaire, c'est que si je dois choisir entre un médecin comme vous
ou comme j'ai vu certains qui le faisaient, qui injectaient à tout bout de champ pour avoir des piscines dans leur maison, parce qu'on va être clair, hein, je veux dire, on sait très bien qu'il y avait quand même des ils étaient rémunérés, et bien rémunérés. Hein. Qui arrivaient. Je dois dire que je m'en remettrai directement à vous et j'espère que la population se rendra compte que c'est dans leur intérêt d'avoir des médecins qui parfois font la contrebalance de certains médecins fous, on va le dire, ou très égoïstes ou qui aiment l'argent. Donc je remercie pour ce témoignage. J'espère qu'on pourra vous accueillir sur Reporter Citoyen Belge, un de ces quatre, longuement. Avec plaisir. Merci à vous d'être là. C'est important que cette information, elle circule. Exactement. Comme ça, après, moi, je suis très confiant dans la capacité qu'ont les gens à exercer leur jugement pour autant qu'on leur donne les bonnes informations. Voilà. Donc, eh bien, ils reçoivent des informations contradictoires. Celles qu'ils ont entendues pendant 4 ans et celles qu'Éric vient leur donner, Michel Procureur, moi et d'autres. C'est sûr que ça provoque un peu une dissonance cognitive. Et il faut, chacun doit exercer son analyse. Une nouvelle connexion neuronale. On va essayer de retrouver sa souveraineté, comme on parlait tantôt, son bon sens, peut-être, pour ceux qui ne veulent pas aller dans la spiritualité. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Scoop, Jean-Philippe, parce qu'on se revoit bientôt sur TVADP dans mon émission à votre santé. Absolument, avec plaisir. Et je reste avec toi pour t'écouter. Oui, alors Éric, voilà, tu parlais justement de TVADP, donc tu es également, tu donnes des émissions sur TVADP en même temps, pour informer évidemment les auditeurs d'une autre manière, puisque les médias c'est important, les médias indépendants on le sait, ça devient... ça devient maintenant la source d'information principale, puisque les médias ne font plus leur boulot correctement. On est obligé d'y suppléer. Il y a des poids lourds des médias alternatifs, des poids plumes, des colibris. Les colibris, dont je me permets de faire partie de l'émission Votre Santé sur TVADP, qui existe maintenant depuis décembre 2021. Oui. C'est-à-dire quelques mois après la suspension des soignants, on a décidé à ce moment-là, avec d'autres, avec Bernard Claudel, avec Eric Montana, d'autres qui nous ont rejoints, de lancer un média. Moi, je ne fais que rejoindre la machine en marche. Eric Montana m'a dit Doc, je t'offre 1 heure d'émission par semaine pour parler de la santé. Tu as 1 heure pour te décider. Le choix est vite fait. De toute manière, c'est de santé publique. Donc, il faut savoir que c'est une émission qui est absolument gratuite. Il n'y a aucun abonnement là-dessus. Et tous ceux qui y travaillent sont des bénévoles. Aucun d'entre nous n'a jamais touché un seul centime là-dessus. Par contre, ça nous paraissait important de prendre le temps de faire ce genre de réinformation. Je vérifie qu'on t'entende bien. Oui, ça va, c'est bon. Voilà, voiture. Voire même d'information, parce que l'information n'existe pas dans les médias, c'est à nous de faire cet effort-là, de pouvoir assister auprès des personnes qui nous réclament que la vérité n'est pas, si tant est qu'elle ne l'ait jamais été, sur les médias qui sont subventionnés, puisque c'est forcément la voix de son maître. Oui. Ce petit panneau avec le chien qui est dans l'oreille devant un gramophone, c'est exactement ça, c'est la voix de son maître qui est vraiment bien, et le chien va continuer à respecter la voix de son maître. Nous, ce qu'on a vraiment décidé maintenant, c'est qu'on va faire quelque chose, c'est peut-être risqué. On ne sait pas ce qu'on risque, mais il faut qu'on parle, il faut qu'on ouvre notre gueule et qu'on dise ce qu'il veut. Parce que je vais citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Paul Valéry. Paul Valéry disait que celui qui ne gueule pas la vérité quand c'est la vérité se fait le complice des faussaires et des menteurs. On est bien d'accord. Nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. Jean-Philippe, autant que moi et d'autres ont ouvert leur gueule dès le départ en disant qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette dérive politico-sanitaire dans laquelle nous nous entraînés. On en a payé le prix fort. On a entendu tout à l'heure Élodie, Jean-Philippe a aussi lui avec le Conseil de l'Ordre. Moi aussi, et d'ailleurs je vais te donner un petit scoop tout à l'heure. Oui. Eh bien, on ne peut pas se permettre, maintenant qu'on a ouvert notre gueule, de se taire. Tu as mis le pied, voilà, exactement, de faire de lance, évidemment. Oui, juste les porte-parole. Alors je vais tout de suite mettre aussi les choses au point. Il n'y a pas de courage dans ce qu'on a fait. Il n'y a pas de courage. Le courage, c'est quand on affronte sa peur. Et nous, on n'a pas peur. C'est peut-être pour ça ce jour-là, de toute manière. C'est peut-être aussi un peu, quelles qu'en soient les conséquences, on sait qu'on ne peut pas se taire. Alors le scoop que je voulais te donner, c'est que le 5 avril dernier 2025, je suis passé un appel au Conseil national de l'ordre des médecins à Paris, puisque j'avais fait appel moi-même, c'est moi qui les ai convoqués. C'est pas eux qui...
Très bien. Que les choses soient claires. C'est moi qui ai convoqué le conseil de l'ordre et qui leur dit que j'étais pas d'accord avec la décision de m'avoir suspendu pendant 3 mois d'interdiction d'exercer, juste pour avoir ouvert ma gueule sur les réseaux sociaux et pour avoir affirmé que, 1, les masques ça sert à rien, et que 2, on est en train de dériver dans une dictature sanitaire. Mais pourquoi il y a des médecins de plateau alors? Tu vois, je veux dire, on a laissé des médecins de plateau qui parfois n'avaient vraiment aucune compétence dans le domaine s'exprimer, et puis des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent et qui ont l'échange avec le patient, eux ne peuvent pas s'exprimer. Et qui n'ont pas été ou peu inquiétés. Peu inquiétés, je pense à Karine Lacombe, elle a eu quelques petites affaires au Conseil de l'ordre, mais ça m'a toujours bien tiré. Il y a un nephrologue bien réputé parisien qui avait même dit que les enfants risquaient aussi de développer une maladie d'Alzheimer avec le Covid. Bon, je connais quelqu'un qui l'avait vu en tant que jeune médecin à l'époque qui m'a dit mais c'était pas ça, c'était un homme d'affaires. Je ferme la parenthèse. Donc je suis passé le 5 avril en appel. La salle était pleine. C'est gentil de la part du Conseil de l'ordre ils ont accepté que tout le monde rentre. Il y avait 50 places assises et il y avait en plus 40 personnes debout. C'est pour le soutien. Et j'ai reçu cette semaine, il y a 2 jours, le verdict, 5 mois et demi plus tard. Le Conseil national de l'ordre des médecins confirme la peine d'interdiction d'exercer, 3 mois. Je dois aussi payer les frais d'avocat de la partie adverse. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose. De plus, je ne pensais pas qu'ils allaient contredire leurs petits copains du conseil régional. Ça paraissait un peu compromis là-dessus. Mais c'est pas grave. On est allé au bout et on va peut-être même continuer encore. Je ne sais pas encore, j'ai 2 mois pour me décider pour voir si ça m'intéresse pour la suite à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est au-delà de mon petit dossier, c'est au-delà de mes 3 mois avant. Il y a une parole qui n'a pas été entendue et qui a été sanctionnée. Or maintenant, en 2025, celui qui n'a pas compris la supercherie dans laquelle on s'est retrouvé, la dangerosité pour la population, c'est qu'ils sont complices. Ah oui, oui, tout à fait. Là, clairement. Je veux dire, tout a été dit, toutes les informations qui circulent. Maintenant, celui qui dit qu'il est d'accord, je veux dire, c'est qu'il est complice. Donc, il mérite la peine capitale. Excuse-moi, mais il a donné la mort à combien de milliers de personnes? C'est combien de victimes? C'est un truc de monstrueux. On n'a pas fini de les compter. Il y a encore un article récent qui va montrer que même des années après... avec les turbocancers, exactement, oui, tout à fait. On les voit, ça. Les médecins hospitaliers qui ont bien compris cette situation, et même les soignants, qui sont à l'hôpital et qui voient des patients soignés pour diverses pathologies, se rendent bien compte qu'il y a des choses supplémentaires par rapport à ce qui existait avant, et que cette recrudescence, notamment de cancer, pour ma part de cancer digestif, c'est pas le fruit du hasard. C'est passé quelque chose depuis ces années-là. Maintenant, stop, on se pose, on réfléchit et on va voir s'il ne s'agit pas d'une complication de ces injections. Mais maintenant, c'est quand même tard pour dire de se retourner, parce que je veux dire, combien de pourcents de la population est vaccinée? Oui, c'est tard comme ça, mais néanmoins... Est-ce qu'ils vont être reconnus comme victimes? Est-ce qu'ils vont avoir peut-être la possibilité de se retourner? Parce que le problème, si on ne fait rien, ils ne seront jamais. On est bien d'accord. Je veux dire, mais c'est exactement. Ça, c'est la moindre des choses. C'est la reconnaissance du préjudice. Voilà. Et l'accompagnement, la réparation et l'accompagnement. Et concrètement, maintenant, qu'est-ce que tu deviens? Parce que je veux dire, pour un papa, un père de famille qui doit quand même subvenir aux besoins de sa famille, etc. Bon, il y a quand même des conséquences à tout ça. Je veux dire, il y a aussi peut-être le stress qui est dans la famille. Il y a toute cette part humaine. Je veux dire, parce qu'on parle de frais, de manque à gagner, mais il y a toute cette part psychologique aussi où dans la famille c'est des pressions. Oui, mais peut-être que tu devrais te plier, et tu devrais accepter. Est-ce que tu ne devrais pas je l'imagine. En fait, je peux reconnaître que j'ai eu de la chance d'avoir un bon soutien dans ma famille, notamment dans mon épouse, ce qui n'est pas rien. Je connais des couples qui se sont déchirés. Maintenant, depuis tout ce temps, la crise Covid et comme beaucoup de soignants, j'ai pu changer mon fusil d'épaule. Et j'ai pu rebondir sur d'autres choses. Moi, je me suis mis à mon compte en micronutrition.
Je suis en train de me former en médecine orthomoléculaire grâce à des hommes. Mm. Je suis en train d'apprendre aussi avec Édouard Consalian l'homéopathie uniciste. Alors ça fait beaucoup de choses d'un coup. J'ai pas assez d'une vie peut-être, mais je découvre des tas de choses et je suis comme un gamin qui a trouvé un nouveau jouet. Donc mais de honnêtement, nouveau, je suis un peu comme une poule qui a trouvé une tronçonneuse. Parce que c'est pas simple pour un médecin qui a été un allopathe comme moi jusqu'au bout, de pouvoir complètement basculer et découvrir un autre univers. Mais c'est passionnant. Alors je trouve ça, c'est assez quand même, c'est assez courant que les médecins ou les personnes qui ont eu un traumatisme lors de cette période Covid se transforment et c'est ça en fait, on a surfé sur la vague, on s'est recréé, on s'est découvert. On est nombreux, on se partage nos expériences, c'est vraiment extraordinaire. Alors c'est ce que j'aime, c'est que c'est votre côté justement résilience, parce que bon, je t'en parlais tout à l'heure, je te disais il y a beaucoup de victimes, mais au final il faut penser aussi à l'après en le préparant et en ne tombant pas dans un choc post-traumatique où les victimes, quand elles n'auront plus rien à défendre, elles vont se retrouver qu'elles sont sans rien. Et j'aurais envie, moi, de ce message, justement, de remettre ça en avant. C'est que, avant d'être sans rien, c'est de préparer le futur et de préparer en même temps, même en étant dans le combat, hein, je veux dire, dans le combat, dans la reconnaissance de notre être, c'est de pouvoir aussi préparer le lendemain, parce que c'est ce qui m'inquiète à l'heure actuelle, j'avoue, c'est de voir le nombre de personnes qui sont amenées à se battre et puis à l'après. Et ça, je trouve que c'est important, ce que tu fais, c'est d'être dans la matière aussi, c'est de pouvoir reconstruire. Parce que comment veux-tu que les gens suivent si toi-même tu ne changes pas le monde, quoi. Enfin, on en discutait encore tout à l'heure, on pense que la structure de soins dans laquelle on aimerait travailler n'existe pas encore. Mais on y travaille, pas forcément à créer une structure de soins, mais une manière de prendre soin autrement des autres par rapport à ce qui existe en médecine officielle. Il y a des gens comme Jean-Philippe qui ont pris la tangente depuis très longtemps. Il en connaît beaucoup plus que moi là-dessus, c'est une référence. Mais effectivement, on est maintenant nombreux en soignant, tout confondu, à avoir profité de cette crise, parce que c'est vraiment, on en a profité. C'est ça. Pour changer, pour basculer sur autre chose, et pour apprendre le soin. Accompagner Là le où les changement de médecins paradigme. sont des spécialistes de la maladie, ils commencent à devenir des spécialistes de la santé. Oui, pas pareil, mais ça me fait penser à la médecine asiatique. Hein. Je veux dire, où on met en avant justement le maintien de la santé et pas attendre que la santé périclite pour pouvoir dire d'agir. Et j'oserais aussi dire que je pense que c'est la fin de la médecine chimique. Oui, mais je l'espère. Et je Parce que l'espère bon, aussi ça a été la ardemment, mais première Il y médecine a une prise était de compte. les plantes. Hein. Je veux dire, donc pourquoi subitement les plantes n'ont plus leur raison d'être et que les molécules doivent prendre le dessus? Ah ben, la réponse, elle est simple. La Financière. réponse, elle est simple. C'est 1920, Rockefeller et Carnegie, deux industriels qui comprennent qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec la maladie et la chimie. Oui, pétrochimie. Voilà. Et après, qui eux se soignaient en homéopathie. Oui, c'est ça qui est fou. oui. Ah oui, non. Bien sûr, pour leur propre santé, ils savaient ce qui fonctionnait. Mais pour les autres, la chimie, ça allait très bien. Et puis pour leur propre business, ça allait très bien aussi. Et depuis un siècle, on a des facultés de médecine qui forment des soldats de l'industrie pharmaceutique. Et j'en veux pas, entre guillemets, à mes confrères, mais en fac de médecine, on désapprend à penser logiquement. Dans tous les domaines de la vie, quand vous êtes confronté à une difficulté, vous faites deux choses en règle générale. Vous la résolvez, surtout si le problème est urgent. Et deuxièmement, vous vous demandez pourquoi vous êtes confronté à la difficulté et vous essayez de régler les causes, là où les causes. Sauf en médecine. En médecine, on façonne les esprits pour être dans la logique qu'on appelle, Eric dit qu'il apprend l'homéopathie. En médecine, on apprend l'énantiopathie, la médecine du contraire. Une fièvre, de l'antipyrétique. Une hypertension, un antihypertenseur, etc. Agir sur le symptôme, mais pas la cause. N'est pas la cause. Et ce faisant, ça pose deux problèmes. Un, vous résolvez jamais là où les causes, et le corps va dysfonctionner autrement. Et deux, vous introduisez les effets délétères des médicaments, qui sont la troisième ou quatrième cause de mortalité. Donc, il faut bien que ça change. Non seulement ça chronicise, mais ça rajoute les effets secondaires. Des médicaments. Ça précipite davantage. Et à qui profite le crime de nouveau? Ben, voilà. C'est comme si on mettait la paix de la terre dans les mains des ceux qui vendent des armes, Ben, exactement. Et donc là, ici, c'est Big Pharma qui dirige la santé, mais c'est juste pas possible. Il y a un conflit d'intérêts. C'est une évidence. Certains l'ont dit avant moi. Il y a des ouvrages remarquables qui ont été publiés sur le sujet, qui font le parallèle entre l'industrie pharmaceutique
et la mafia, sauf que l'industrie pharmaceutique, de mon point de vue, responsable de beaucoup plus de décès que la mafia l'a été. Parce que quand vous détruisez systématiquement les gens qui amènent de véritables solutions et que vous les détruisez socialement, tout simplement pour que le marché de la maladie continue de prospérer, là, vous avez sur la conscience beaucoup de morts. D'accord ? Voilà, vous avez donc, et on pourrait discourir longuement sur quelques petites émissions sur le justement sujet, en parlant positif de la santé et toutes les possibilités qu'on a de maintenir justement notre immunité, parce qu'on a quand même cette force en nous, hein, on a quand même tous les récepteurs en nous, puisque les médicaments servent logiquement à faire fonctionner les récepteurs. Donc c'est que nous avons un corps qui fonctionne très bien. Ah, mais là, il y a une super machine, hein. C'est un organisme humain. Ça sont les fondamentaux de la naturopathie. La naturopathie explique plusieurs choses. L'un des concepts, c'est que la maladie, très souvent, c'est une tentative de l'organisme pour se guérir, pour se débarrasser de tous les toxiques, donc endogènes, hein, production de notre propre métabolisme, de tous les poisons qu'on ingère, qu'on se met sur la peau, qu'on respire quotidiennement. Donc, quand vous essayez avec de la chimie de stopper une maladie, très souvent, vous êtes en train d'entraver un processus de guérison. Voilà. Donc, le corps, après, il va se mettre à dysfonctionner, mais plus sévèrement encore. D'accord ? Donc, c'est une logique différente. On parle encore une fois, à l'énanthiopathie, la médecine du contraire, à l'homéopathie, qui est une médecine plus subtile, intelligente, l'informationnelle, ou à la naturopathie, où on va régler le problème de terrain. Et ce faisant, on va restaurer la santé et on va la préserver durablement. Mais ça, c'est pas dans l'intérêt de Big Pharma, c'est sûr. Mais nous, on va changer le paradigme. Mais vous, citoyens, vous avez un rôle à jouer. Ah, mais c'est pour ça que nous avons décidé de prendre notre carte de presse, de renseigner les gens, parce que, comme je dis, si nous, on apprend des choses, on aime gracieusement les offrir en cadeau à d'autres personnes, parce que la connaissance, ça libère. Exactement. Exactement. Un tout grand merci. Je ne sais pas si vous avez parlé un petit peu des universités rassemblantes. Allez, vas-y, oui, tu fais bien de le dire. Le 13 et 14 septembre 2025, on est réunis grâce à l'initiative 80 bénévoles sous la direction de Cécile Malchek. Et ça réunit, je ne sais pas combien on est, hein, mais il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. 600 facilement. Oui, tout ce qu'elle a fait. Des citoyens, des soignants, des victimes aussi de ces personnes, des médias. Et on travaille ardemment, d'une part à se rassembler pour pouvoir créer ensemble d'autres manières de vivre ensemble, d'autres manières de soigner, et on se réunit avec des médecins, avec des soignants, on se réunit avec des citoyens, avec des associations de citoyens, des associations de victimes, et on a vraiment bien l'intention de faire bouger les choses et que ce ne soit pas juste une rencontre, aller de gens bien ensemble, mais on a des choses à faire, des choses à bâtir, à construire, parce qu'il y a des générations qui ont besoin de faire ces choses. C'est pas simplement inscrire dans la matière, hein, ne pas se contenter d'être dans la théorie. On fait ça, voilà. on prend les coups. Hein. Si on accepte de prendre tout ce qu'on a pris dans la figure, c'est aussi parce qu'on sent que c'est important pour les générations futures et pour l'humanité. Merci à vous. On va rejoindre tout le monde. Adieu. Génial.